Greetings, everybody, and welcome to Stories to Watch. Bonjour tout le monde et bienvenue aux histoires à regarder des instituts global des ressources qui travaillent pour améliorer les vies des gens, pour protéger la nature et lutter contre le changement climatique. Tous les années, nous travaillons avec nos experts pour vous raconter ces histoires. On attend avec l'impatience pour répondre à vos questions dans le chat et ensuite on va passer à notre session de questions-réponses live après la présentation. Maintenant, je vais passer la parole à notre PDG, Annie Dasgupta. Hello everyone, and welcome to Bonjour tout le Stories to monde Watch et bienvenue aux histoires à regarder 2025. Je m'appelle Annie Dasgupta, je suis le président et le PDG des Instituts mondiaux des ressources. Le WRI, c'est une organisation qui travaille pour améliorer la vie des gens, pour lutter contre le changement climatique et protéger la nature. Les histoires que nous racontons, c'est quelque chose que nous faisons tous les années. On vous parle des événements importants qui vont former notre futur. Cette année, c'est le deuxième anniversaire de l'accord historique contre le changement climatique pour limiter le changement de climat à 1,5 degrés. Donc, 10 ans plus tard, nous avons pratiquement échoué pour réaliser cette ambition. Le rapport nous dit que nous devons limiter l'émission de gaz à effet de serre de 20%. Cela signifie que nous devons baisser tous les ans les émissions de gaz à effet de serre de 7,5% tous les ans. Pourtant, les impacts du changement climatique sont clairs. L'année 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et une de nos histoires de l'année dernière se focalise sur les dangers de température élevée qui tuent des milliers de personnes. Donc, en Californie, il y a eu des horribles incendies. Et pourtant, nous croyons que l'accord de Paris sur le changement climatique est aujourd'hui plus important qu'il y a 10 ans. Donc, il ne va pas baisser la transition économique, mais les États-Unis ne pourront pas influencer les changements climatiques. L'année dernière, nous nous sommes focalisés sur les élections. Les politiciens forment la vie politique. Vous pouvez voir ce que s'est passé pour nous l'année dernière. Une des plus grosses barrières, c'est le financement. Le financement international n'arrive pas aux communautés qui sont les plus importantes. L'année dernière, au Bakou, le financement était le plus important à la discussion de la COP. Les délégués de l'année dernière ont posé les questions concernant le financement. Combien d'argent avons-nous besoin? Qui a besoin de cet argent? Pour la première fois, depuis les 15 dernières années, les leaders se sont réunis pour apporter au moins 300 milliards de dollars annuellement pour les pays en développement. Et en plus, ils se sont mis d'accord que tous les acteurs doivent travailler ensemble pour mobiliser 1,3 milliard de dollars par an
pour le financement. Donc, les réactions étaient mitigées. Certains pays ont cru que c'était ambitieux, mais la plupart des pays en développement ont été déçus. Ils croient que les pays donateurs ne font pas assez. Ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont avoir ces 1,3 milliard de dollars dont ils ont besoin. Donc, la mobilisation de financement pour ces pays est critique. Mais d'où vient cet argent de ces 1,3 milliard de dollars? Euh, Quel sera le besoin le plus important dans les années à venir? Donc, on va avoir besoin d'environ 7,5 trillions de dollars dans les années à venir. Donc, de 7,3, 5 trillions de dollars, la Chine aura besoin de 4,3 milliards et la somme restante, plus de 3 milliards de dollars, c'est pour les pays en développement qui ont beaucoup moins de ressources. Et dans le même rapport de l'ONU, on voit que 1,3 trillions de dollars peuvent arriver des ressources privées. Donc, cela signifie que les pays en voie de développement ont besoin d'1,3 trillion de dollars en plus. Réfléchissons pour un instant, qu'est-ce qui va se passer si cet argent n'arrive pas aux pays en développement? En fait, les gens qui ont besoin de plus de ces sommes vont continuer à souffrir. C'est pour cette raison le financement est très important pour la justice environnementale. Donc, le financement des pays riches pour les pays en voie de développement, ce n'est pas seulement une question de charité, c'est un investissement pour un monde plus sécure. Cette année est très importante au niveau de l'ambition. Pour la COP 30 du Brésil, tous les pays doivent ressortir avec des ambitions plus élevées. Avec le financement disponible, en fait, sans le financement disponible, tous les pays en voie de développement seront hésitants. Ils hésiteront pour en fait réaliser leur plan ambitieux. Donc, c'est pour cette raison, aujourd'hui, on va parler comment atteindre notre objectif de 1,3 trillion de dollars qui nous manquent. Avant qu'on va parler de ces chiffres, des billions, millions et les trillions, on va parler de à quoi vont servir cet argent. C'est tout d'abord pour résoudre les questions des impacts du changement climatique. Vers 2030, les pays vulnérables vont souffrir des des endommagements liés au changement climatique, mais il faut s'assurer que ce changement n'est s'empire et donc les pays en voie de développement doivent trouver les solutions pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut améliorer la résilience et en fait, et réduire les gaz à effet de serre. L'année dernière, les inondations terribles au Bangladesh, en Espagne, ont tué des milliers de personnes. Mais même si les impacts climatiques ont lieu partout, la souffrance n'est pas distribuée d'une manière égale. Donc, les pays en voie de développement doivent se préparer pour les désastres et même les nations qui sont assez préparées, les impacts ont été dévastateurs pour l'économie. Donc, ils iront dans le Saint-Vincent et au pays grenadines où Courtney Bill va nous rejoindre. L'année dernière, nous avons eu l'ouragan le plus gros jamais enregistré, le plus puissant jamais enregistré dans mon pays, a détruit non
nos îles. Et donc, plus de 85% de bâtiments ont été détruits. Et 6 mois plus tard, la majorité de l'île est toujours sans électricité depuis. Donc, cet ouragan Barl a pratiquement détruit nos cultures comme les bananes, et autres, et ce qui a apporté aux pertes des revenus pour beaucoup d'agriculteurs. Le financement pour reconstruire nos maisons, les communautés locales et l'économie, les secteurs de l'économie locale sont nécessaires, non pas seulement pour le développement durable, mais pour la survie dans les endroits comme Saint-Vincent et les Grenadines. Et pour cette raison, nous utilisons les crédits, et ce qui affaiblit la situation économique. Et dans ce cas, il est plus difficile d'investir proactivement dans l'adaptation. C'est pour cette raison, les leaders influençables comme Mayor Michael, la première ministre a appelé non pas seulement pour l'aide, mais également pour réduire ces taux pour les crédits et le financement adapté et la nécessité pour les petits États comme le nôtre. De cette manière, nous pourrions protéger notre environnement, nos vies et nos économies de ces impacts du changement climatique. Et donc, le cas comme de notre pays est une illustration pourquoi nous avons besoin de financement. Donc, c'était Courtney Bill, l'une des experts de l'Institut mondial de ressources. Donc, selon la recherche, moins de 20% du financement atteint les communautés qui ont besoin le plus de ce financement. Et le financement doit arriver dans les bons endroits le plus tôt possible, parce que dans certains de ces endroits, le changement climatique est tellement dévastateur que en fait, il est très difficile de se reconstruire. Et bien sûr, la récupération est toujours mieux quand les pays étaient préparés pour les désastres. Les finances pour l'adaptation, par exemple, le cas de Bangladesh. En 1990, le cyclone Paula a tué au moins 300 000 personnes. Le pays a répondu en investissant dans la résilience, dans les refuges. Et alors, quand le cyclone Moha est arrivé en 2023, seulement 3 personnes ont été tuées au Bangladesh. Pourtant, on est toujours le monde est toujours en retard. Les objectifs de Glasgow étaient 40 milliards d'années par an, et avec les sommes récoltées, ce n'est pas assez. La lacune de financement arrive jusqu'à plus de 380 milliards de dollars par an. En même temps, le monde doit réduire l'émission de gaz à effet de serre pour éviter que les problèmes s'empirent. Donc, nous, de cette manière, pourrions améliorer la sécurité énergétique, mais dans ce domaine-là, nous avons besoin d'autres types de financement. Aujourd'hui, les émissions restent élevées, et si cette tendance continue, ces émissions vont continuer à augmenter. Donc, les pays doivent prendre les mesures transversales. Réfléchissons pour un instant d'où viennent ces émissions. Comme vous pouvez voir, les pays en voie de développement émettent en fait entière
la moitié des émissions et donc la Chine, le Brésil doivent faire la même chose et grâce à l'investissement de l'État, l'utilisation de panneaux solaires a été en fait bien introduite dans certains pays, mais pas dans tous. L'Afrique du Sud a fait un engagement clair pour décarboniser son système énergétique et pour sécuriter le financement. Nous avons ici Katie Ross de l'Afrique du Sud. Donc, c'est ce que vous voyez, c'est ce qui est resté après la station qui a été bâtie dans les années 60 de l'année dernière. Donc, c'était une station à charbon. Maintenant, Kamati veut sortir du charbon. L'Afrique du Sud a des plus grosses réserves en charbon et comme beaucoup de pays dans le monde, donc il y a de plus en plus de pression qui est mise sur le pays pour sortir du charbon et donc des sommes importantes et des millions de dollars ont été investis pour que Kamati puisse sortir du charbon. C'est un projet qui est bien conçu, mais il y a eu beaucoup de défis dans sa réalisation. Tout d'abord, il y a eu un gros écart entre l'ancien et le nouveau projet qui va arriver en 2025. Alors que beaucoup de travailleurs de Kamati ont trouvé beaucoup d'opportunités chez Kamati, beaucoup sont laissés à l'écart. Ils ne comprennent pas et ne ressentent pas les bénéfices de programmes de formation et certaines phases de projet sont encore en phase pilote. Donc, il faut planifier pour les nouvelles opportunités de diversification, en fait, et ces nouveaux projets doivent être alignés devaient être alignés bien avant que l'ancienne usine soit fermée. Donc, Kamati nous montre l'importance du financement et c'est notre histoire. Regardez pour 2025. C'était Katie Ross, la directrice principale de l'action climat chez WRI. Beaucoup de pays comme l'Afrique du Sud font face à beaucoup de pression. Ils doivent réduire les émissions en même temps en gardant les emplois. Et ces défis sont très importants, surtout en Afrique du Sud. Plus de 30% c'est le chiffre lié au manque des emplois à long terme. Beaucoup de financement peut arriver de secteur privé, mais initialement, l'investissement public sont nécessaires. Donc, certaines parties de cette transition, comme par exemple soutenir les travailleurs, par exemple, nécessitent du financement plus concessionnel. Donc, l'Agence internationale énergétique dit qu'il faut que les besoins en énergie des pays vont augmenter de moins 7 fois vers 2030. Et donc, nous aurons besoin de s'adapter dans beaucoup de domaines. Et si on prend en compte tous ces changements, donc les pays doivent prendre les fonctions différentes pour soutenir ces changements. Tout d'abord, l'adaptation à cet écart financier est importante. Il faut au moins doubler le fonds d'adaptation de 40 à 80
milliards de dollars par an. En 2023, les pays ont conclu un accord historique en établissant un fonds de perte et des dommages. Cette année, est-ce que le fonds sera prêt pour soutenir deux pays? Et est-ce que les, en fait, les pays vont préparer leur contribution, projet de contribution? La date limite est en février de cette année. Est-ce que nous allons voir les ambitions à côté des plans d'investissement de ces pays à partir de l'adaptation des pertes et d'endommagements et jusqu'à la réduction des impacts négatifs? Notre deuxième histoire concerne d'où vont venir cet argent. 1,3 trillion de dollars paraît une somme énorme, mais regardons cela en perspective. Selon nos estimations, notre PIB global va être de 150 trillions de dollars vers 2035. Une comparaison, il faut voir la comparaison par rapport aux investissements dans l'infrastructure. Donc, 1,3 trillion de dollars, ça va être seulement 10% de cette somme-là en 2025. On va aller au Nairobi, où nous avons notre directeur global qui qui, qui va nous expliquer comment est-ce qu'on peut arriver à cette somme de 1,3 trillion de dollars. Donc, Mélanie, on va commencer par les fondements. Donc, quel était cet objectif? Donc, pour comprendre cet objectif, nous avons pu atteindre la partie. Donc, il y a eu une partie multilatérale qui était financée par les fonds, par les banques, et ensuite 300 000 dollars compte l'argent qui ont été en fait reçus de certains pays. Donc, nous avons entendu le besoin de nécessité de financer le pays qui ressentent le plus besoin. Donc, il est très important pour le financement d'avoir les investissements dans les énergies renouvelables, surtout dans les pays en fait, qui peuvent s'adapter à l'adaptation et en fait aider les pays les plus pauvres et les plus vulnérables. Et nous avons compris que la Banque mondiale a la possibilité de dépenser 100 milliards de dollars dans les prochaines années. Donc, plus de 50. Est-ce que cela signifie que certains pays vont avoir des situations plus difficiles? Donc, depuis quelques années, l'année ont été restructurées. Le problème, c'est que de plus en plus de pays sont trop endettés, les crédits sont à long terme et inaccessibles. Et donc, la restructuration de la dette n'a pas été une grosse partie de conversation depuis un certain temps. Disons qu'on pourrait arriver à notre objectif de 300 milliards de dollars. Selon les experts, la moitié de cette somme doit être financée par les États. Comment est-ce qu'on peut
le faire. Tout d'abord, nous devons faire que les banques en fait puissent proposer plus de sommes. Ensuite, grâce aux taxations, la fiscalité, nous pourrions avoir plus de financement, comme par exemple la taxation du pétrole. Et ensuite, nous pourrons avoir également le financement d'autres sources innovatives. Merci beaucoup, Mélodie. Comment est-ce qu'on peut construire notre parcours envers cette somme de 300 trillions de dollars? Donc, tout d'abord, il faut comprendre combien de pays peuvent se restructurer. Donc, la situation politique dans certains de ces pays peut compliquer la tâche, mais deuxièmement, avec nous pouvons avoir de nouvelles sources de financement. Par exemple, l'Organisation internationale maritime peut y contribuer. Le Brésil, le Kenya ont en fait organisé un groupe de travail pour obtenir le financement international. Donc, est-ce que leurs propositions vont être acceptées pendant la COP 30? Donc, en juin, nous aurons une réunion de leaders mondiaux qui vont parler du futur de financement mondial. Est-ce que cela va changer l'architecture globale? Est-ce que le financement va être utilisé d'une manière plus logique? Donc, on va voir dans les 90 prochaines années à venir, on va voir si les fonds américains peuvent en fait être débloqués, parce que autrement, cela peut impacter sur la sécurité et la migration. Cela signifie que beaucoup de personnes vont en fait souffrir. Donc, les décisions peuvent impacter à grosse échelle. Nous devons explorer les moyens multiples pour que nous puissions atteindre notre objectif financier de 1,3 trillion de dollars. Cela fait partie d'un contexte international plus global. Dans le meilleur des cas, le financement public va nous proposer la moitié de ces 300 milliards de dollars. Comment est-ce qu'on peut obtenir la deuxième moitié? Donc, cela nous amène à notre troisième histoire. Cette histoire concerne les flux de capital privé, des capitaux privés. C'était très difficile pour les pays en voie de développement. Les investisseurs croient que les projets dans ces pays vont être des projets à haut risque. For example, the same project in Germany will require 8% in equity returns compared to in Zambia, which will require 51% in returns. The World Bank and other development finance institutions have instruments that absorb some of the initial risks. Ont absorbé le risque initial des projets en fournissant des garanties. Mais il n'y a pas assez de ressources pour couvrir des 700 milliards de dollars de capital privé nécessaires avant 2025, dont les pays en développement. Inde est critique en attirant du capital privé pour nous aider à comprendre ce qui se passe là-bas. Regardons à Bendeluru, Pavel Makutla
WRI Inde. Chaque pays fait face aux défis en attirant du financement. Ici, en Inde, nous savons que le financement public n'est pas assez pour répondre aux besoins. Nous avons besoin du capital privé. Il y a eu beaucoup de travail pour mettre en place un environnement qui accueille du capital privé. Plus d'argent pour des nouveaux établissements comme l'arrêt solaire à l'aéroport de Bangalore. D'abord, le gouvernement met en place des objectifs ambitieux indiquant au secteur privé qu'ils sont sérieux, qu'ils veulent s'investir dedans. Ils ont mis en place des objectifs clairs avec des cibles. Alors, leur plan national veut mettre en place 500 gigawatts d'énergie verte avant 2030 et 600 avant 2032, avec les États qui vont atteindre 42% d'énergie renouvelable avant 2030. Pas seulement les objectifs, mais il y a une feuille de route stratégique pour comment mettre en place l'énergie verte à travers des membres clés politiques. Et il y a aussi des avantages donnés pour que les investisseurs privés ont la confiance dans le travail. Il y a des allocations budgétaires dans des zones existantes et des zones nouvelles pour renforcer la confiance des investisseurs et mettre en place plus d'élan dans l'ambition d'atteindre ces objectifs. Mais ce n'est pas nécessairement le gouvernement qui investit tout, mais ça fait en sorte que c'est plus facile et plus avantageux pour les sociétés de s'investir. Et le gouvernement au niveau national et au niveau de l'État a fait en sorte que la transition vers l'énergie verte s'agit d'un avantage concurrentiel de construire des économies robustes pour le futur. Ici en Inde, nous voyons du progrès de comment un pays peut attirer plus de financement privé sur le climat, mais ça doit être construit sur des succès pour attirer de l'argent. Mais l'exemple de l'Inde montre ce qui peut être fait pour faire en sorte que la machine de financement climatique peut être plus efficace. Et ça, c'est une partie clé à notre histoire à en garder un œil. Ça, c'est le directeur exécutif de transportation. Bien sûr, l'Inde a des avantages avec une économie en croissance, beaucoup de capital privé et la taille de leur marché interne. Mais il y a des choses que l'Inde a fait que tout pays en développement a besoin de faire pour attirer du financement privé, en mettant en place des objectifs clairs par secteur liés avec les ODG de chaque pays, avoir du soutien des politiques au niveau national et régional pour encourager le secteur privé. Les banques introduisent des instruments pour que le financement puisse avoir un flux plus fluide et efficace. Critiquement, le gouvernement de l'Inde a augmenté son investissement dans le capital public dans le secteur. Entre 2004 et 2014, le gouvernement a dépensé moins de 700 millions de dollars. Mais en 2024, une année seulement, le budget pour le secteur s'est augmenté jusqu'à 2,4 milliards de dollars, qui a augmenté la confiance des investisseurs privés. Nous voyons aussi comment les lacunes en finances privées, dont les 1,3 trillion de dollars nécessaires, peuvent être mobilisées avec des politiques, avec de la motivation pour avoir du financement privé. Ça va être important pour attirer plus de financement. Nous avons vu des exemples de cette approche holistique depuis la politique verte de Chine et la réduction d'inflation des États-Unis. Quand il y a peu de pays qui ont des politiques aussi robustes, mais il y a une leçon à tirer à mettre en place une ambition claire et de le soutenir avec la politique du financement public est applicable partout. Par exemple, en 2019, la Banque de développement africaine a emprunté
de l'argent pour des politiques climatiques. Et ce financement a offert des garanties à plus de 50 000 entreprises de moyenne et petite taille, avec des milliers de projets gérés par des femmes et 300 millions de dollars ont été investis par des entités privées. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir et regarder cette année? Regardez des plateformes, des initiatives par pays pour amener du capital privé et public derrière des investissements prioritaires. Par exemple, la Colombie a lancé son plateforme pays. Nous allons regarder combien de nouvelles plateformes sont lancées, comment les existantes sont en train de développer, évoluer et comment ça augmente l'action climatique. Deuxièmement, suivant l'élection récente, aux États-Unis, 6 banques ont retiré de l'alliance Net Zero Bank. Est-ce que ça va ralentir de l'investissement ou est-ce que ça va augmenter le risque en Europe, Japon et autres pays qui vont être derrière les investissements verts sol? Troisièmement, les agences de crédit ont été critiquées pour surestimer le risque d'investissement dans des pays en développement. Les leaders dans le finance pour le développement, est-ce qu'ils vont se mettre en accord d'évaluer ce risque différemment? Quatrième, le sommet annuel de finance à Cape Town vont mettre ensemble 5 banques de développement représentant 53 trillions de dollars d'actifs. Comme nous avons vu en Inde, les banques peuvent être un pont pour l'investissement privé dans tout pays. Est-ce que toutes les banques vont l'assumer comme leur mission avec le capital privé international qui vont s'investir la moitié des trillions de dollars nécessaires avant 2025? Les pays doivent travailler ensemble pour mettre à l'échelle les flux internationaux. Notre quatrième histoire s'agit de l'innovation. Nous ne pouvons pas prévoir combien des 1,3 trillion de dollars de financement vont être générés par l'innovation, mais nous savons que nous n'allons pas réussir sans ceci. Avec de l'innovation et des instruments de finance à travers le capital privé. Le financement de la nature est un bon exemple où il y a beaucoup d'innovations nécessaires. Il y a beaucoup de preuves qui montrent que la biodiversité est liée avec des résultats climatiques. La nature est critique pour mitiger le changement climatique, soutenir la biodiversité, de nettoyer notre air et notre eau et de mitiger des impacts climatiques. 55% du PIB dépend de la nature, alimentation, médecine, l'eau propre et tout dépendant de la nature et la biodiversité, mais c'est difficile de financer la protection de la nature et nous sommes en train de l'en perdre. Si nous regardons Global Forest Watch, la perte de la couverture arboréale est égale à perdre 10 terrains de football par minute. Maintenant, l'avantage, c'est de raser les forêts et de surpêcher. C'est difficile de financer la nature parce que nous n'avons pas mis une valeur économique sur tous les services qui viennent de la nature. Le Brésil a mis en place une initiative innovante pour mettre à l'échelle le financement climatique où Mirella Sandrini va nous parler plus. Comment mettre un prix sur la nature? Le monde a besoin de protéger leurs forêts, les océans et leur habitat. Mais comment faire en sorte que le financement de la nature marche? Ici, au Brésil, nous savons que nos forêts tropicales ont des avantages comme l'absorption de carbone, de préserver la biodiversité et réguler les patterns pluviales. Mais il y a aussi beaucoup de ressources économiques et il y a de l'argent à être gagné en faisant de l'exploitation des arbres, des mines, etc., ou l'agriculture. Mais comment assurer que les forêts soient protégées et pas exploitées? Une idée innovante ici, c'était peut-être trouver une manière de
aller à l'encontre de ce défi. Le IFFF, c'est de prévoir le nombre de $4 de chaque hectare de forêt préservée année par année. L'idée, initiée par le gouvernement brésilien et la Banque mondiale, c'est que les philanthropistes ont investi 20 milliards de dollars qui nous amène encore 100 milliards de dollars par des investisseurs privés avec le plus d'argent jamais réuni pour combattre le changement climatique et perte de biodiversité. Avec l'investissement, ça va fournir le retour pour les paiements prévisibles pour les forêts impactées. Il y aura aussi une pénalité de $400 pour chaque hectare perdu, tout vérifié par satellite. Ce qui est clé avec IFFF, c'est l'argent qui vient des pays philanthropiques ou investisseurs privés n'est une donation. Ça va être retourné avec un intérêt un peu plus haut que les banques gouvernementaux. Ce qui veut dire que c'est une nouvelle manière innovative pour lever des fonds pour la nature. Et ça fait une différence en protégeant nos forêts. Il y a toujours beaucoup à faire pour faire que le IFFF puisse fonctionner. Il faut voir si la gouvernance peut être organisée en préparation pour le COP30. C'est pour ça que ça fait partie des histoires à suivre pour 2025. Ça, c'est Sandrine qui est le leader de WRI au Brésil. Il y a beaucoup de travail à faire avec TFFF. Mais si ça marche, ça peut changer la manière où nous fournissons du financement pour les forêts. Mais c'est l'ambition qui est clé de mobiliser assez d'argent, de faire une différence pour protéger la nature au niveau dont nous avons besoin. Il n'y aura pas une solution seule pour résoudre le financement de la nature. Il faut de la politique, des règlements et des marchés de carbone et biodiversité à haute qualité. Il y a aussi des sociétés d'actifs naturels, des banques de terre et autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut suivre cette année? D'abord, comme Mirella a dit, il y a beaucoup à faire avant que TFFF puisse fonctionner. Est-ce que le gouvernement de Brésil va pouvoir le financer? Est-ce que les investisseurs privés vont s'investir? L'octobre dernier, les leaders mondiaux se sont réunis pour le COP16, conférence sur la biodiversité, pour sauver et restaurer la nature. Mais ils sont partis sans un accord. Est-ce que les leaders vont pouvoir mettre en place un accord d'ambition avec leur réunion en Rome en février? En particulier, nous regardons pour voir comment ils réunissent la biodiversité et le financement climatique. Les marchés de carbone ont existé depuis longtemps, mais ils n'ont pas atteint leur potentiel. Quand le marché de carbone était à 2 milliards de dollars par an en 2021, beaucoup ont pensé que ça allait avoir une croissance de 20 milliards de dollars avant 2030. Mais maintenant, cette croissance semble improbable. Des marchés de carbone de haute intégrité, haute qualité peuvent jouer un rôle important. Est-ce que des normes et des signaux depuis les gouvernements vont booster la confiance dans les marchés de carbone? Est-ce que la dette pour la nature en échange va devenir plus populaire? Barbados a utilisé des garanties de réduire leur paiement de dette en échange pour des investissements en nature. Équateur l'utilise pour conserver le parc de Galapagos, d'investir 18 millions de dollars annuellement pendant 20 ans. Est-ce que nous allons voir une restructuration de dette
pour sauver la nature à une grande échelle. Finalement, est-ce qu'il va y avoir des réformes pour des régimes subsidiaires? Plus que 635 milliards de dollars dépensés annuellement sur la subsidie agriculturelle qui met de la pression sur le monde. En la révision des COP, les pays doivent rediriger au moins 500 milliards de dollars de ces subsidies qui nuisent à la nature. Danemark a une politique de mieux équilibrer l'agriculture et la nature et le Royaume-Uni reconfigure les subsidiaires pour payer les fermiers pour des systèmes, des projets d'écosystèmes. C'est primordial que le financement climatique et nature travaillent ensemble, mais c'est une opportunité d'innover notre approche et de retrouver de nouveaux motifs. J'espère que vous avez aimé ce parcours vers notre présentation sur l'objectif d'1,9 trillion de dollars. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent être faites encore. Il y a beaucoup qui est déjà en place, comme les 300 milliards qui ont déjà mis en accord au dernier COP. Il y a des autres choses qui sont en cours, comme les impôts maritimes et le TFF. Il y a des autres innovations qui doivent être développées encore plus. Le plus grand défi, c'est de mobiliser 700 milliards de dollars dans le capital privé. Pendant que les pays en développement peuvent le lever avec des politiques, mais il faut des autres incentives pour faire en sorte que ce capital flue envers ces pays. Cette année va être une année importante pour nous diriger vers le gain de ce capital. Il y a des pays qui peuvent être encouragés de combler l'écart eux-mêmes. Chaque dollar est connecté comme une casse-tête. Une partie des 2 trillions peut en attirer un autre dollar dans les trillions. Alors, c'est pour ça, ce qu'il faut suivre en 2025, c'est comment nous allons mettre toutes ces parties de la casse-tête ensemble. Il faut tirer parti de toutes sortes de finances et travailler ensemble en tant que système. Et ça nécessite les ministres de Finances engagés et des leaders des pays à travers le monde. Il y a beaucoup de choses à surveiller. Novembre, ça va être un mois clé. Au COP 30 au Brésil, nous avons besoin d'accords qui montrent que les 1,3 trillions peuvent être atteints. Et juste après le COP, il y a le G20 qui va se réunir. Les pays les plus grands qui représentent la plupart du PIB global et des mesures sur le climat. C'est le seul corrigissant qui a la capacité et autorité de réunir les différentes parties de financement dans ce système. Cette année, est-ce que le G20 en Afrique du Sud va faire en sorte que le financement climatique soit une priorité à long terme? Et est-ce que nous allons pouvoir mettre en place tout ça dans un système intégré? Alors en 2025, il y a une reconnaissance que notre système de financement doit être réorganisé pour affronter le changement climatique, la nature, pour changer les vies des individus. Cette transition ne serait pas facile, mais comme vous voyez de ces interventions d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils. En demandant les 2 étapes de nos leaders de mettre le levier sur des différentes parties prenantes, nous avons le pouvoir de faire face aux défis les plus énormes. Est-ce que nous allons voir cette transformation cette année-ci? Merci de nous avoir rejoints pour Stories to Watch 2025. Les histoires à suivre. Merci et merci à tous les experts WRI qui ont participé dans la présentation d'aujourd'hui. Veuillez nous rejoindre pour une discussion de panel qui est facilitée par Anita Gupta et les représentants de nos bureaux WRI autour du monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je veux m'assurer que vous me voyez. Il semble que votre caméra s'est débranchée.
Est-ce que vous pouvez utiliser votre caméra interne? OK, voilà. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour tous qui nous rejoignent. Et merci beaucoup pour toutes les questions que vous avez déjà soumises. Dans le chat, je vous encourage de continuer. J'attends une discussion très robuste. Je suis rejoint par nos experts pour cette séance. Je vais les présenter. Peut-être vous pouvez lever votre main. Melanie Robinson, qui est du climat économique et finance, Debbie Whale, programme des États-Unis, David Vasco, avec l'initiative climatique internationale, Mirala Sandrini. Veuillez lever votre main pour que tout le monde vous reconnaisse, qui est responsable de notre programme Brésil. Rebecca Shirley, qui est responsable du programme Afrique. Pawan de l'Inde, qui est leader de beaucoup de choses, transportation, hydrogène et qualité de l'air en Inde. Et Katie Ross, finalement, qui est responsable de beaucoup de différentes choses et basée en Afrique du Sud. Et elle fait beaucoup de son travail sur le climat. Bienvenue à vous tous. Je vais commencer avec les questions. Commençons avec la question. La première question est pour vous, Pavan. Comme attendu, l'administration de Trump s'est retirée de l'accord de Paris dans les premiers jours de l'administration. Je pense que tout le monde voudrait savoir ce que ça veut dire, Mélanie. Oui, une très bonne question. Et oui, c'était attendu que les États-Unis se retirent, mais ça a eu un grand impact. Ça a joué un rôle important sur le financement technologie, les accords et négociations. La première chose, c'est l'implication, c'est que ça va nuire aux États-Unis qui perdent une voie où les pays mettent en place les règles et ça va avoir un impact sur les désastres climatiques que nous avons déjà vus au Los Angeles et dans les Appalachies aux États-Unis et ça peut avantager la Chine et les autres pays. Mais en regardant les États-Unis, l'effet sur la coopération globale, ça dépend. La dernière fois que les États-Unis s'est retirés, nous avons vu des autres pays et des villes aux États-Unis qui se sont restés, qui ont dit que l'accord de Paris était important, que l'ONU était important et que c'était important d'avoir une voix pour avoir une action collective sur pour atteindre des objectifs pour nous. La Chine, l'UE va prendre la parole et devenir plus puissante et nous allons voir beaucoup d'actions climatiques qui avancent quand même. Merci Mélanie. David, si je peux demander l'autre côté de la question, je suis en train de changer un peu la question. David, OK, si un grand pays comme les États-Unis se retire de l'accord de Paris, qu'est-ce que ça veut dire globalement? Comme Mélanie vient de dire, c'est probable que nous voyons des autres joueurs importants, des économies importantes qui vont rester et participer encore plus, particulièrement l'Union européenne, qui a une participation comme priorité haute avec des changements en Europe politique. Ça va être le cas. La Chine a des intérêts commerciaux très renforcés pour soutenir de l'action climatique autour du monde et même l'élever. Alors, nous avons des encres au Brésil et autres qui montrent leur engagement. Alors, nous avons des joueurs très robustes déjà et on complémente des autres pays qui sont très vulnérables, qui voient l'accord de Paris comme essentiel à leurs intérêts, vont s'investir encore plus. Et c'est ce que nous avons vu la dernière fois que les États-Unis s'est retirés de l'accord de Paris, que les pays ne sont pas seulement restés dans l'accord, mais ont amplifié leur ambition et que maintenant c'est encore plus connecté économiquement avec ce qui se passe au monde. Oui, nous avons vu, oui, je voulais rajouter. Nous avons vu des gouvernements nationaux qui ont décidé de encore renforcer leur engagement et c'est ce que nous allons voir encore une fois.
Alors, Mirella, il y a beaucoup de notre public qui sont intéressés de savoir ce qui va se passer au Brésil à la fin de cette année. Nous-mêmes, nous sommes enthousiastes. Alors, Mirella, la question s'agit des solutions basées sur la nature. Quels sont les avantages en préparation pour ce COP et la possibilité que les marchés de carbone jouent un rôle plus important? Pendant mon intervention, j'ai mentionné comment ça s'est diminué ces dernières années. Avec le COP 30 qui va être à l'Amazon cette année, il y a une opportunité unique d'élever des NBS, des solutions basées sur la nature et positionner la région au centre de l'action globale climatique. L'avancement de NBS à l'Amazon nécessite une approche holistique. Au-delà des cibles carbone, il faut protéger, restaurer dans le cadre. Ça veut dire protéger et restaurer des écosystèmes en augmentant l'efficacité de l'agriculture, en réduisant la pression sur les commodités et de faire des changements sur le gouvernance. Il faut souligner la restauration d'agro-silviculture avec la biodiversité, le carbone, de mettre en place ces racines. Nous pouvons aussi besoin des politiques plus robustes qui soutiennent une restauration forestière à large échelle. Essentiellement, ils disent que l'urbanisation dans l'Amazone et la croissance de l'Amazone montre comment la région peut soutenir la population locale en assurant le développement durable et la conservation en parallèle. En ce qui concerne le marché de carbone, ça peut jouer un rôle en s'assurant qu'il y a des investissements du secteur privé qui protègent et rétablissent des écosystèmes en lien avec les objectifs de l'accord de Paris. Ils peuvent fournir du financement essentiel pour les forêts avec assez de soutien et le soutien des peuples indigènes et autochtones. Mais pour que ce soit efficace, les organisations doivent assurer que l'utilisation des crédits NBS complémente et ne remplace pas les ambitions de réduction de leurs propres opérations et chaînes de valeur alignant avec le parcours de réduire la température de 1,5 degré. Vous avez aussi souligné le TFF. Et il y a aussi des autres initiatives proposées par le gouvernement et dans la région. Alors, je voudrais rajouter sur les marchés de carbone, c'est un instrument important. Il y a beaucoup d'initiatives à travers le monde, globalement, comme vous avez dit, pour que ce soit plus crédible, plus utilisable et d'avoir de la protection pour que le marché puisse évoluer. Merci, Mirella. Je vais revenir pour vous demander plus de questions. Nous sommes tous en train de regarder le Brésil. Vous allez recevoir beaucoup de visiteurs cette année. Si je peux, il y a beaucoup de questions que vous avez demandées par rapport aux conséquences du secteur de l'accord de Paris. L'accord sur le climat. Alors, Debbie travaille sur les États-Unis, mais aussi sur l'immeuble et la construction. Est-ce que vous pouvez partager avec nous comment l'industrie de construction et sa croissance a un impact sur le climat? Et spécifiquement, si vous pouvez illustrer, parce que Mirella était en train de parler de nature, comment cette industrie n'impacte pas la nature? Debbie, je vous donne la parole. Oui, absolument. Adressant les ressources dans le secteur de construction, c'est regardant dans le carbone dans les matériaux utilisés et la consommation d'énergie des immeubles après leur construction. Mais si vous essayez de regarder au plan large comment vous construisez
villes où il y a l'urbanisation est en cours, où tout est dense, où il y a des personnes qui peuvent se mobiliser entre la nature et la maison et le travail, cette facilité de mobilisation peut avoir un grand impact sur l'amélioration de la prévision des émissions et sur l'impact des ressources naturelles. Et donc après, vous pouvez avoir les politiques nationales, les codes de construction, les politiques financières et également les politiques locales et la réalisation locale. C'est très important en ce que concerne les déclarations des produits, sur les produits que vous utilisez dans la construction, ensuite la motivation, l'engagement financier des sociétés qui vont être les propriétaires et qui vont utiliser ces bâtiments. Et donc, il y a tout un système et écosystème autour. Donc, concernant la nature, je dirais que nous n'exploitons pas la nature avec la construction urbaine. C'est très important de comprendre comment construire ces villes. Il faut les rapprocher d'une manière intégrale pour que les gens puissent se sentir bien, qu'ils puissent avoir l'accès aux espaces naturels. Euh, Comment est-ce on peut construire et planifier nos voisinages qui vont avoir un grand impact également. Merci beaucoup, Debbie. Je suis très contente de vous voir ici. Concernant Pawan, qui est basé en Inde, et Pavan, donc il y a un intérêt réel dans la question dont on a évoqué concernant l'adaptation, les pertes et les endommagements et comment les communautés peuvent influencer la prise de décision de ces sujets et comment les nations, les gouvernements locaux peuvent travailler ensemble pour mieux utiliser le financement limité qu'ils ont. Et je sais qu'il y a beaucoup de ces processus sont en fait prennent place en Inde. Pourriez-vous nous en fait parler de ce qui se passe et qui peut avoir lieu dans le futur? Donc, je voudrais vous donner quelques exemples. L'Inde est un partenariat qui utilise les outils au niveau des communautés et donc en fonction en fait, des projets, on traduit ces outils au niveau communautaire. Et donc, cela donne plus de possibilités aux communautés dans les zones rurales, comme par exemple dans le transport. Euh, Quand on parle de l'électrification des camions, donc on parle des euh, travail en communication avec les fournisseurs de logistique. Donc, ces deux exemples nous montrent très clairement le fait qu'il faut travailler sur cette transition pour qu'elle arrive au niveau communautaire et au niveau des États, parce que euh, c- c- donc on a des exemples différents avec la réalisation des énergies renouvelables. Donc, tout se passe, tout a lieu quand les communautés sont engagées. Et donc, quand on parle de la transition, il faut s'assurer que les communautés font partie de ces solutions et c'est ainsi qu'on peut créer des emplois verts en partenariat avec nos communautés. C'est en écoutant ces communautés, on peut comprendre mieux qu'est-ce qu'ils ont vraiment, de quoi ils ont vraiment besoin et qu'est-ce que fonctionne le mieux pour ces communautés. En l'Inde centrale, étudie maintenant des légumes qui peuvent être cultivés dans ces territoires. Donc, euh,
On essaie vraiment de contacter toutes les personnes dans la communauté pour qu'ils soient engagés. Merci beaucoup que vous avez mentionné pas seulement euh, à quel point les gouvernements locaux et les États doivent travailler, à quel point c'est important de travailler avec les communautés locales. Euh, donc, nous avons beaucoup d'étudiants qui doivent être connectés à ce webinaire. Il y a une question très intéressante sur les capacités. Donc, c'est pour Rebecca. Comment est-ce qu'on peut construire les capacités à long terme? Quel rôle jouent les institutions d'État? Et nous avons le programme phénoménal dans votre pays, à Nairobi, à l'université de Nairobi, euh, qui en fait prépare ce genre de capacités. Donc, pourriez-vous nous parler de ces capacités et quels sont les besoins d'investissement dans l'éducation pour que notre communauté puisse naviguer dans cette nouvelle économie? Merci beaucoup pour cette question du public. Nous avons besoin de ces capacités pour construire la force verte du futur. C'est très important. Donc, le fait que tout le ministère des Finances en Afrique et au niveau global maintenant sont en- devant, et donc c'est ce processus, et nous parlons des ressources qui sont nécessaires. Et c'est cette raison, nous avons un programme qui a été conçu pour obtenir des supports des ministères, parce que tous les ministères du monde, tous les ministères ont les prévisions économiques de leurs programmes, mais comment est-ce qu'on peut les engager de manière plus innovative? Et comment le changement climatique euh, impacte les les prévisions des ministères des Finances. Ici, au Kenya, et au Rwanda, en Éthiopie, au Ghana, en Nigeria, en Ouganda, dans les Caraïbes, on travaille pour engager le gouvernement et pour proposer les formations et les workshops pour aider ces ministères de résoudre ces questions de climat. Euh, Bien sûr, il faut s'assurer que nous avons les populations qui doivent faire partie de ce futur vert. Merci beaucoup, Rebecca. Il y a autant de pays qui sont engagés. Et Katie, est-ce que je peux vous faire revenir parce que nous avons ici cette question des compétences qui est très importante pour la transition de l'Afrique du Sud. Oui, c'est énorme. Si on pense à la transition qui nous attend et aux politiques dont on a besoin, donc nous devons s'assurer que nous avons assez d'opportunités pour les nouvelles industries. Et comment est-ce que on va mettre en place l'éducation primaire, secondaire et les programmes pour assurer que nos travailleurs correspondent aux besoins du secteur privé. Et finalement, nous devons inclure la partie de soutien euh, social pour s'assurer que nous avons assez de revenus, en fait, assez de financement pour réaliser cette transition pour tous les participants. Donc, j'ai parlé beaucoup de l'importance du capital domestique public dans ce mélange, à quel point c'est important d'exploiter ce capital-là. Il y a une question très intéressante concernant les possibilités de capital domestique pour le cofinancement. Pourriez-vous utiliser peut-être l'exemple de l'Afrique du Sud que vous connaissez très bien? Donc, le SPIF international est très important et chez nous, 95% de nos besoins vont être, euh, en fait, on va répondre aux besoins par le financement public et privé. Donc, les investisseurs privés sont très intéressés. Et comment est-ce qu'on peut utiliser les financements
publiques pour rendre ces projets plus attirants. Par exemple, nous pouvons expliquer grâce aux initiatives euh, lancées, grâce au partenariat de transition que nous avons établi en Afrique du Sud. Merci beaucoup, Katie. Donc, c'est lié à l'histoire de Katie. Il y a beaucoup de questions sur l'innovation que j'aime bien. Je vais faire revenir Mélanie pour une minute pour répondre à ces questions. Vous avez parlé du besoin pour l'innovation. Quand je vous ai posé la question, qu'est-ce que peut arriver encore? Condition sur la coopération sud-sud. Donc, il y a beaucoup de financement sud-sud déjà de la part de la Chine et il y a un engagement de 100 milliards qui n'inclut pas ce financement. Donc, nous avons fait l'étude concernant le financement de la Chine pour l'action sur le climat. Les Chinois ont proposé leur propre nom, chiffre, c'est 3 milliards par an. Donc, ils ont fait également un engagement pour faire plus émettre plus d'énergie renouvelable. Et il serait intéressant de voir plus de pays du Sud global qui fassent plus. Nous avons déjà vu le Brésil et quelques pays du Golfe pays du Golfe, mais on voudrait bien voir d'autres pays. Il faut également voir la qualité de ce financement. Par exemple, le financement chinois, ce sont des crédits, des gros crédits qui ne sont pas très concessionnels et qui sont liés souvent au business chinois. Il faut s'assurer que nous avons des bons financements pour les bons pays et pour que ces pays puissent également jouer un rôle dans ce financement, et ce serait bien. Et également, il faut voir comment dépensent ces pays. Katie a parlé des expériences qu'ils ont eues avec la transition et maintenant nous voyons les pays en développement qui arrivent pour apprendre l'un de l'autre. Et quelle est la pratique de cette transition? Parce qu'il n'y a aucun pays qui a vraiment changé leur économie. Donc, je pense que cet apprentissage du sud-sud et du sud-nord serait critique dans le futur. Euh, oui, on voit que maintenant, nous avons le changement dans l'électrification en Inde avec les bus. On voit le changement avec les produits de l'agriculture en Chine, au Brésil. Donc, tous ces changements et tous les pays doivent comprendre comment s'adapter parce que personne ne le sait exactement comment on peut réaliser ce changement. Vous avez parlé de TFF et il y a une question. Donc, c'est bien TFFF, mais donc on dépend toujours, ces pays dépendent de pays riches pour faire tourner le moteur. Comment est-ce que ça peut se passer? Donc, TFF est un dévelop- de- c'est complexe et il faut s'assurer que nous pourrions minimiser les risques financiers. Ce n'est pas très difficile, ce n'est pas très facile, pardon. L'initiative est de euh, construire un chemin fort pour s'assurer que nous avons notre fonds de conservation qui est prévisible et solide et que nous avons assez les moyens pour proposer le financement au niveau local, euh, pour proposer le capital aux pays en fait qui ont besoin. Également, il faut contrôler il faut vérifier les mécanismes de contrôle, la vérification de par exemple, comment est-ce qu'on va vérifier que les fonds sont utilisés de manière efficace? Euh, donc,
Tout d'abord, il faut s'assurer que nous ne sommes pas focalisés seulement sur la restauration et sur la déforestation. Il faut s'assurer que la conservation est une solution viable. Donc, c'est cela qui va changer. Nous devons proposer des initiatives aux pays pour garder les forêts intactes et en même temps en gardant les possibilités économiques. Et si Triple F reconnaît également que c'est garder les forêts signifie que nous investissons dans à long terme. Et donc, Alors, nous voyons un avantage dans les structures finies gouvernementales, que ce soit mm, quelque chose qui peut être mis à l'échelle et pour protéger la forêt tropicale la plus vitale. Alors, un ingénieur de financement innovant peut nous amener des nouvelles réponses pour garder de l'investissement pour, pour longtemps, mais bon, pour toujours en fait, pour toujours, oui. Non, mais je pense que ce dont vous avez dit pour de mettre en place des avantages, pour donner des avantages pour la restauration forestière et de pénaliser la destruction forestière et de le renverser en fait. Parce que pour le moment, les avantages sont donnés vers en fait la destruction. Alors l'avantage ne change. Et l'année dernière, nous avons vu 10%, 10% de la forêt tropicale détruite. Nos propres données l'ont montré. Alors c'est vraiment nécessaire. Alors nous vous souhaitons beaucoup de succès au TFF et autres solutions innovantes. David, si vous pouvez revenir, il y a une question plus générale. Peut-être j'aurais dû la demander au début. Mais cette question s'agit, est-ce que nous sommes en train de faire assez de progrès avec l'accord de Paris? Et peut-être, Pavel, je vais vous donner, Pavan, je vais vous demander de revenir là-dessus. Oui, bah, c'est clair que le monde est en avance, mais ne fait pas un progrès assez rapide ni adéquat. Quand nous regardons les changements de température prévus, etc., mais gardons en tête, nous voyons des avancements dans l'énergie renouvelable, des véhicules électroniques, etc. Mais quand il s'agit de l'accord de Paris, c'est important de ne pas mettre un fardeau trop élevé sur les épaules de Paris. C'est pas la question si ça réussit ou échoue, mais si les pays sont en train d'échouer le cadre Paris et ses objectifs. Et l'accord met en place un cadre robuste pour motiver les pays de réunir, de travailler ensemble, de collaborer et augmenter leurs objectifs, y compris de la surveillance et du rapportage de ce qui se passe. Et puis, nous revenons à ce qui se passe sur le terrain, quelles politiques nationaux, sous-nationaux sont mises en place. Nous devrions travailler pour faire en sorte que l'accord soit le plus efficace, se concentre sur ses objectifs clés et ses rôles qui est l'augmentation de l'ambition des cadres financement, transparence en reportage. Mais il faut regarder aussi des autres manières dont les pays collaborent, des initiatives coopératives sur l'énergie, sur les forêts, les manières dont les gouvernements sous-nationaux travaillent ensemble, mettre en place un écosystème, si vous voulez, de la coopération internationale pour avancer les choses. Et comme je vous ai dit, ça revient sur ce qui se passe sur le terrain. Ça doit se passer au niveau national, sous-national. Je vais revenir sur le terrain. Mais il y a beaucoup de nouvelles par rapport à comment ça ne marche pas, ceci ne marche pas. Dans ma présentation, j'en ai parlé de comment les températures sont en hausse. Et ça fait 10 ans depuis Paris où nous étions sur une bonne voie pour 4 degrés. Et l'objectif était de réduire à 1,5 degré. Est-ce que nous avons fait des progrès?
Oui, comme vous avez dit, nous avons réduit les projections en termes de température et il y a du progrès. Quand nous regardons à l'époque de Paris, on parlait de l'énergie renouvelable, mais il n'y avait pas des véhicules électriques, c'était pas quelque chose de discuté. Alors, nous avons vu une transition de dynamique, mais il faut faire plus. Comme nous avons discuté aujourd'hui, travailler pour s'assurer que le financement soit disponible pour la multitude de changements qui doivent se passer. Alors, le progrès est en cours, mais comment faire des changements, de grandes étapes et comment se coopérer pour le faire sans être trop optimiste parce que ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile, mais il y a du progrès en cours. J'aime bien ce que vous avez dit, comme à Paris, nous ne savions pas le progrès que nous allions faire en 10 ans. C'est de l'opportunité pour le site. Ah, oh non, mais il y a la vidéo qui s'est relancée. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je vais continuer. Moi, j'allais dire que l'innovation qui doit se passer dans la technologie, c'est une étape critique. Mais, OK, c'est très bien. Pavan, si je peux revenir vers vous, la question que David vous a demandé pour des pays spécifiques, pour le contexte d'un pays, il y a des transitions qui sont très spécifiques à votre cadre. Comment ça va en Inde, dans vos engagements? Inde est en avance en termes d'atteindre leurs cibles stratégiques et les indices sont mis à jour. La différence entre ces cibles indices sont mises à jour annuellement et c'est mis en lien avec l'augmentation du PIB. Il y avait 30 à 35 de réduction avant 2030 et maintenant 40 de réduction avant 2030 et d'augmenter le cible pour des consommables, de l'énergie consommable et sa réduction, et ça a été révisé. Une chose que je voudrais souligner, c'est comment un cible plus ambitieux et le besoin de financement est un défi parce que les besoins pour notre ambition net zéro en Inde et 1 trillion de dollars US avant 2030. Actuellement, il y a seulement 45 milliards par an et la plupart, 80%, est domestique. Alors, je pense que financement climatique est vraiment un défi qui doit être adressé pour cet objectif ambitieux en EDG. Et dans votre vous avez dit que il y a la lacune dont vous parliez en Inde et que au moins vous en êtes conscient. Nous avons parlé au niveau national, international. Regardons une étape de plus, Rebecca. C'est une bonne question qui a été posée par rapport au bien-être et aux communautés ruraux et comment eux, ils peuvent participer. Pas seulement leur participer, mais leur travail, leur bien-être. Alors, Rebecca, qu'en pensez-vous? Oui, Annie, je pense que vous avez déjà mentionné que même 55% du PIB dépend de la nature, mais notre estimation est encore plus élevée en Afrique et le sud global. C'est 65% du PIB qui est livré à travers l'agriculture et la plupart est livré à travers des fermiers qui travaillent sur 2 hectares de la terre ou même jusqu'à 4,4 hectares en moyenne. Alors, il y a une place pour les communautés autochtones et les communautés locales de participer dans les solutions climatiques, la circularité de l'économie, de l'alimentation, de restaurer des paysages dégradés et de protéger les forêts restantes. Tout ça est bien centré dans le leadership autochtone. Il y a beaucoup d'activités qui se passaient déjà, mais comment le transformer dans des secteurs d'économie légitimes et robustes et qui peuvent livrer des vagues, des milliers, pardon, des milliers, des centaines de milliers de solutions qui
sont adaptables à l'avenir, alors et aussi d'avoir l'engagement du gouvernement dans ces communautés autochtones, dans la conception de ces programmes. Il y a tellement de parties prenantes ici au Kenya. Vous pensez au mouvement de la ceinture verte, le mouvement Repeliag, le mouvement des communautés autochtones sur la gestion forestière, qui peuvent être engagés dans le développement de politiques. C'est aussi soutien politique et économique et le mettant au niveau des communautés locales et autochtones. Et troisièmement, il faut parler des données et comment nous construisons des systèmes d'accès des données publiques pour tracer ce qui se passe aux petites échelles, mais aussi agréger ces données. Alors, ce sont des secteurs dont il faut faire plus de travail et il faut voir plus d'initiatives au niveau national et international. Mais il y a beaucoup de secteurs, particulièrement des secteurs de restauration qui sont prêts pour l'implication des communautés. C'est pour ça que je voudrais partager avec notre public. Nous parlons des systèmes d'énergie et du climat, mais comme vous avez dit, le système alimentaire, le WRI se concentre sur le système alimentaire. C'est pas seulement 1,3% de l'émission, mais la moitié de la population est liée avec ce secteur et c'est un des meneurs les plus importants pour la destruction de la nature. Alors, tout est lié directement avec cela et directement lié avec des individus et leur bien-être alors, à travers l'Afrique. Alors, merci d'avoir rajouté votre perspective. Il nous reste 5 minutes. Si vous avez une question très urgente, veuillez la poser dans le chat pour que je puisse la demander. Mélanie, je vais revenir vers vous. Nous parlions des communautés rurales vers des institutions et établissements de financement privé. Dans notre intervention, nous avons parlé de l'importance du capital privé. Plus que 700 milliards de dollars est nécessaire et des établissements, pas seulement les investisseurs, des personnes qui les gèrent. Ils jouent un rôle très important là-dessus, mais dans les années récentes, nous avons vu des banques qui partent, qui se retirent de net zéro, pas seulement les États-Unis, mais six grandes banques, les autres. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour cet objectif? Oui, merci Annie. Et ils jouent un rôle très important, comme vous nous avez rappelé. Une moitié doit être privée dans ce financement de 1,3 trillion et ça doit être mobilisé par le financement public, mais l'autre moitié est purement l'investissement dans des investissements verts dans des pays en développement, parce que ça a du sens commercial. Et les institutions financières sont celles qui prennent des décisions corporate dans ces investissements. Alors, leurs décisionnaires sont très importants. Vous avez pas terminé avec un négatif, mais nous voyons positivement que beaucoup d'établissements dans la dernière décennie, que c'est dans leur intérêt commercial de penser à l'économie verte, de se soucier des risques commerciaux, des risques climatiques et de voir le risque sur leurs actifs et de participer dans l'économie verte. C'est pour ça que nous voyons beaucoup de fonds qui s'enregistrent et qui soutiennent des initiatives vertes. Et il faut avoir une vue sur le long terme, de penser aux problèmes et les opportunités dans le futur. Et je devrais dire, ça a été renforcé par des règlements et des obligations de ouvrir leur stratégie au public, mais nous avons aussi vu des établissements qui se retirent de leurs engagements quand ils voient que c'est plus difficile d'atteindre les objectifs parce que la technologie et les règlements ne sont pas avancés aussi vite qu'attendu et aussi le contexte politique de ESG et la réponse et les conséquences. Mais ce que je dirais, c'est il faut pas être trop distrait par les nouvelles des établissements qui se retirent parce que nous voyons encore plus qui rejoignent aux initiatives. Mais les engagements volontaires et les stratégies de durabilité vont seulement vous amener à un niveau en particulier. Il faut que ce soit la stratégie clé de l'institution pour investir dans tout ce qui est vert. Et pour ce faire, c'est les priorités qui doivent être en transition. Nous voyons les subsidies qui se sont mises dans des
des consommables, etc., parce qu'il y a du sens économique. Mais si le mouvement de transitionner vers les subsidiaires nuisant vers les subsidies vertes, ça donnerait les avantages pour les investissements avec des mesures d'échange pour avoir accès au marché d'Europe. Si vous pouvez produire du fer vert, alors ça va vraiment être derrière ces changements. Merci beaucoup, Mélanie. Et je vois aussi depuis les mêmes établissements, ils sont en train de montrer en public ce qu'ils sont en train de faire. Ils disent tous qu'ils continuent à investir dans la protection climatique. Il y a presque plus de temps, mais je voudrais vous demander encore une question. Il faut, Debbie, répondre rapidement parce que c'est une très bonne question par rapport à ce que moi je peux faire. Alors, si je peux demander à tous nos experts d'essayer de répondre à autant de questions que vous pouvez répondre en ligne, alors. Donc, la question, si mon État n'a pas un plan pour le changement climatique, qu'est-ce que je peux faire dans ce cas? Donc, Debbie, c'est une très bonne question pour finir. Donc, merci beaucoup, Agnès. C'est une question très importante. La bonne nouvelle, c'est que nous avons des preuves économiques liées à la lutte contre le changement climatique le WRI montre que si on poursuit nos objectifs, la lutte contre le changement climatique représente un gros potentiel. Et donc, pour les pays qui n'ont pas d'objectifs concernant les émissions, la réduction des émissions climatiques, et donc on peut comprendre que même si n'est pas, on n'a pas ce genre d'objectif, on peut quand même avancer pour faire du changement et construire des coalitions et en partie aux États-Unis, au niveau des villes et au niveau des communautés. Nous pouvons avoir plusieurs gouvernements euh, au niveau national, local et des États différents, donc qui vont tous réunir, jouer un rôle, donc travailler avec le euh, gouvernement local. Je vis, pardon, dans l'État de Washington et vous pouvez vraiment faire les changements au niveau de votre communauté et votre ville. Et merci beaucoup, Debbie. Euh, on a dépassé notre temps, mais je voudrais remercier tout le monde pour avoir été avec nous, le WRI, avec notre partenariat vaste. Vous allez avoir ce séminaire en ligne avec les traductions simultanées. Donc, je vous encourage de rester avec nous via notre site web. Et merci beaucoup pour votre intérêt et pour être avec nous. Au revoir.